l'ai fait lorsque m'accueillait votre recteur, m'excuser pour mon retard. Je lui indiquais que lorsqu'on vient en milieu académique, il est de bon ton d'arriver à l'heure. Hélas, nous avons quitté à l'heure, mais nous n'avons pas bien factorisé l'événement du Kazu Rajab, ce qui n'est pas une bonne planification en soi. Mesdames, Messieurs, je vous remercie pour le choix de l'Université Alioune Diop de Bambey de faire de moi la marraine des 48 heures de l'UFR d'économie et de gestion. Monsieur le recteur, permettez-moi de saluer personnellement mon ami Dr Souleymane Assou Diagne qui a facilité ma participation à cet événement. Monsieur le professeur Souleymane Bousso, je peux dire que je suis aujourd'hui revenu chez moi. C'est effectivement mon background. J'ai eu l'avantage d'avoir été formé en économie et en gestion. Et je voudrais dire que cette formation a défini mon parcours et la tenue des responsabilités que j'ai eu la chance d'occuper. Vous l'avez dit dans votre discours, l'économie et la gestion est au cœur des affaires de la cité. Lorsqu'on revient à l'origine des premières sociétés primitives, la première activité qui s'organisait autour de la survie de la communauté, c'est-à-dire manger, se vêtir, se protéger des espèces animales, la première activité était une activité de gestion collective. C'est cette philosophie qui nous poursuit jusqu'à présent dans notre monde civilisé. Il ne peut y avoir d'État performant ni de république émergente sans une gestion efficace des ressources de l'État en vue de satisfaire les besoins des populations. Nous avons parlé d'économie, mais de gestion, les deux dialoguent en parfaite harmonie. Et c'est bien pour cela qu'elles sont ensemble. Et j'ai découvert avec une grande satisfaction que vous avez également l'aspect juridique qui compose votre UFR, parce qu'évidemment, toute organisation de ressources doit s'appuyer sur des règles codifiées, des règles de droit. Vous avez donc parfaitement su articuler au sein de votre unité académique ces trois composantes qui, à mon avis, fondent la gestion de la cité. Et c'est avec un grand plaisir que je me retrouve ici. Chers étudiants, le thème qui nous réunit s'articule autour des enjeux de l'enseignement supérieur dans le plan Sénégal émergent. Il faut comprendre, vous rappeler, et je suis sûr que vous les connaissez, les trois axes essentiels du PSE. J'ai eu également la chance et l'avantage d'accompagner à l'époque le candidat M. Macky Sall dans l'élaboration de son programme qu'il proposait à ses concitoyens. Et à l'époque, ce programme s'appelait Yoonu Yokkute. Il a été institutionnalisé sous le nom de Plan Sénégal émergent. Ce plan capture trois ambitions essentielles du président de la République Macky Sall. La première, elle tombe au centre de la mission d'éducation de votre UFR, c'est l'économie. Il n'y a pas d'activité humaine sans activité économique. Je l'ai rappelé tout à l'heure, l'espèce humaine a survécu parce qu'elle a su se reproduire dans des environnements hostiles au départ, et c'est par
l'organisation de l'activité économique que cette survie a été organisée. Cette vérité est encore valable aujourd'hui. Il ne saurait y avoir de société prospère, de société en sécurité, de société humaine sans une économie qui fonctionne. C'est pourquoi le premier axe s'intéresse à la structuration de notre système économique en vue de créer une richesse, pas seulement pour un groupe de privilégiés, mais une richesse partagée entre l'ensemble des citoyens. C'est pour cela qu'il découle de cette ambition un certain nombre de mesures visant à faciliter l'accès aux ressources, l'accès au financement, en vue de permettre à l'ensemble des agents économiques, on pourrait même dire à l'ensemble des citoyens, parce que tout citoyen est agent économique, de pouvoir vivre dans la dignité et la liberté. Ce premier axe, donc, concerne la structuration de l'économie en vue de produire de la croissance. Et comme vous le savez, cette année marque un tournant important dans notre économie puisque nous passons à la barre des 7%. Ce qui constitue une performance importante. J'en profite pour dire, et il faut que vous le sachiez, l'Afrique, et le Sénégal n'est pas en reste, constitue le pôle de croissance le plus important au monde. Et c'est important que nous le sachions. Ce que cela veut dire pour vous qui êtes étudiants et jeunes, c'est que le potentiel de création de richesse n'a jamais été aussi élevé sur notre continent. C'est pourquoi c'est toujours avec beaucoup de regrets et de peine que nous voyons nos jeunes aller se perdre dans le désert ou se noyer dans les océans, alors que le pôle de croissance se situe bien en Afrique. Et ceux qui l'ont compris le plus, ce sont justement ces agents économiques appelés investisseurs pour l'essentiel, qui se bousculent aux portes de notre continent et aux portes du Sénégal. Le deuxième axe du plan Sénégal émergent vous concerne directement. Il s'agit de la valorisation du capital humain. Vous êtes la crème de ce capital humain. Vous qui avez eu la chance d'accéder à l'enseignement supérieur. Ce capital humain, évidemment, détermine les conditions dans lesquelles l'activité économique va se faire et détermine également les conditions dans lesquelles le retour sur investissement va se faire au bénéfice du plus grand nombre. En termes simples, si un département comme Bambey arrive à bénéficier de ressources humaines de qualité sorties de l'université Alioune Diop de Bambey, il est évident que sa contribution à la croissance économique du département et même de la région se fera davantage sentir au bénéfice des populations. C'est pour cela, et j'y reviendrai, que j'ai discuté également tout à l'heure avec vos professeurs, notamment avec votre recteur et le professeur Rousseau, en lui disant qu'il serait intéressant de mesurer l'apport, la contribution de l'université Alioune Diop à la croissance régionale, évidemment à la croissance de la ville, ça on peut le percevoir très rapidement puisque vous occupez des logements, vous allez dans les restaurants, vous consommez parce que vous avez une bourse. Mais au-delà de cela, il serait intéressant pour les doctorants ou pour ceux qui sont en maîtrise de mesurer votre apport dans la croissance économique de l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Cet exemple peut être porté à l'échelle de notre nation, ce qui vous permet de comprendre l'interaction entre l'axe 1, qui
qui est la structuration de l'économie en vue de générer plus de richesses, et le deuxième axe qui consiste à valoriser notre capital humain, c'est-à-dire les ressources humaines. Le troisième axe qui également s'intéresse à l'organisation de la vie humaine depuis son avènement. Il s'agit de la gouvernance, pas de n'importe quelle gouvernance évidemment, de la bonne gouvernance, de la sécurité et de la coopération sous-régionale d'abord, africaine et internationale. Parce qu'il est évident que si vous créez de la richesse, si vous avez de bonnes ressources humaines, si vous avez une pauvre gouvernance insatisfaisante, ou si vous avez une instabilité sécuritaire, évidemment, cette croissance ne pourra pas prospérer. Donc ce troisième pilier soutient très fortement les deux premières ambitions. Évidemment, nous ne vivons plus en vase clos. Nous sommes insérés dans notre sous-région, nous sommes insérés à l'échelle du continent, insérés économiquement, intégrés du point de vue monétaire, mais également intégrés du point de vue culturel et linguistique. Voilà donc ces trois axes du PSE. J'ai tenu à les repréciser ou rappeler, puisque je suis sûr que vous les connaissez, pour vous montrer combien il est important de développer un capital humain de qualité pour soutenir ces trois ambitions du président de la République, symbolisées à travers les trois axes du PSE. Nous avons besoin évidemment d'excellents économistes, je presse pour ma propre chapelle, de juristes et de gestionnaires. On ne saurait créer de la richesse sans penser les mécanismes de création. C'est essentiellement ça, au départ, d'ailleurs, l'activité économique. Les tout premiers penseurs néoclassiques, pour l'essentiel, s'intéressaient, Adam Smith, Ricardo, ça nous rappelle nos vieilles connaissances, s'intéresser aux mécanismes de création de la richesse. Un autre auteur que j'ai fréquenté politiquement à l'époque, professeur Souleymane Bousso aussi, il s'agitait de Karl Marx, qui à l'époque était très populaire dans nos universités. Il ne l'est plus maintenant, très peu se souviennent de lui parmi les étudiants. Lui s'intéressait aux mécanismes de création et critiquait le mécanisme de distribution. Et évidemment, il est allé plus loin. Un auteur qui travaille avec lui, qui s'appelle Engels, à l'époque, lui, est allé plus loin pour dire qu'il fallait redéfinir ces mécanismes de distribution, ne pas s'arrêter seulement à ce qui possédait le capital, mais il fallait également que la redistribution se fasse au niveau de ceux qui apportaient leur force de travail, c'est-à-dire les ouvriers. D'autres penseurs, mais qui eux n'étaient pas économistes nécessairement, mais étaient plus des politiques, ont apporté une dimension idéologique, disons, à cette recherche. Karl Marx lui-même est allé plus loin, puisqu'il est allé jusqu'à demander à ce que ce qu'il a appelé les prolétaires s'unissent. C'était les ouvriers de l'époque. Mais celui qui a, disons, élevé à la doctrine d'État ce qu'on a appelé le marxisme, c'était Lénine, avec évidemment l'avènement de l'Union soviétique, mais je suis sûr que tout ça, vous le savez très bien. Nous avons donc besoin de ces économistes. Nous avons besoin d'auditeurs. J'en parlais avec le professeur Bousso, qui était un auditeur, pour sous-tendre et soutenir cette option de bonne gouvernance. Et je lui disais que moi, je fais un grand plaidoyer pour que sur l'ensemble des budgets que l'État alloue à des institutions, y compris à des institutions universitaires, qu'on intègre
obligatoirement une ligne d'audit, ce qui rassurerait tout le monde, ce qui mettrait à l'aise tout le monde, et justement ces mécanismes de reddition des comptes, disons, deviendraient une culture de gouvernance classique. Là également, on voit qu'on a besoin justement de ces profils. Pour ce qui concerne la sécurité, je n'ai pas besoin de développer, nous le savons, mais également pour la coopération, nous avons également besoin, disons, de toutes ces expertises croisées au niveau de notre sous-région et d'une manière globale. Ceci pour vous dire donc que les trois axes du PSE sont intimement liés à l'enseignement supérieur qui constitue évidemment l'échelon le plus élevé de notre pyramide éducative. Chers étudiants, mesdames, messieurs les professeurs, je voudrais revenir donc à notre thème intitulé pour rappel l'enjeu de l'enseignement supérieur dans le PSE. Mesdames, messieurs, les effets positifs de l'augmentation des taux bruts de scolarisation des différents sous-secteurs, c'est-à-dire l'enseignement élémentaire, moyen et secondaire, et ça c'est la conséquence de l'augmentation significative des efforts budgétaires de l'État. Il y a eu une augmentation très importante. Il faut le rappeler, 40% de notre budget, 40% du budget de fonctionnement de l'État est consacré à l'éducation. C'est extrêmement important. En effet, entre 2001 et 2008, le nombre de bacheliers a plus que doublé, passant de 9 159 à 22 000 en 2001 à 22 438 en 2007. Évidemment, vous pouvez tout de suite comprendre pourquoi vous êtes plus nombreux dans les amphithéâtres. Depuis 3 ans, la moyenne se situe à 200 000 bacheliers par an. Et cette forte tendance à la hausse des bacheliers va se poursuivre à un rythme de progression plus ou moins soutenu au fur et à mesure donc que ce fameux taux brut de scolarisation augmente. Et évidemment, la demande d'accès à l'enseignement supérieur va être de plus en plus forte. Je vous le dis pour vous préparer à comprendre les actions qui ont été prises dans le cadre du PSE en lien avec l'enseignement supérieur. Donc, dans la volonté du président de la République d'élargir l'accès et d'atteindre des ratios de l'UNESCO pour le nombre d'étudiants, parce que l'UNESCO, qui est l'agence des Nations Unies qui s'intéresse à l'éducation, a défini des taux pour chaque État. Comment peut-on calculer ce taux? C'est le nombre d'étudiants par 100 000 pour 100 000 habitants. Alors, la question, cela intègre évidemment la question de la faiblesse des taux d'admission des filles au secteur public, qui tourne autour de 34%. L'effectif global en 2014, et paradoxalement, elles sont assez nombreuses dans les facultés de médecine, elles sont près de 38%. Lorsque je faisais un peu cette recherche, j'étais assez surpris, je pensais qu'il était beaucoup plus bas. Par contre, il n'est que 17% dans les sciences. Mesdemoiselles, il est important que vous cessez d'avoir peur vis-à-vis de la science. La science n'a pas de sexe, la science n'a pas de cerveau, la science se prête à toute conquête, y compris la conquête des filles et des femmes. Lorsqu'on parle de l'enseignement supérieur, nous sommes dans un établissement public, mais il faut également parler de l'enseignement supérieur privé, qui s'est fortement développé et qui représente plus quand même de 22% des effectifs,
Donc on est aux alentours de 91 359, ce qui en fait également un secteur fondamental dans l'élargissement de l'accès à l'enseignement supérieur. Cependant, on a pu observer des disparités entre les disciplines qui se reflètent également au niveau de l'Université Alioune Diop. Et je suis tout à fait d'accord, je crois que c'est monsieur le recteur qui le disait, que les séries doivent être revues dans le sens d'une inversion des proportions entre le bac technique et le bac général. Je prends une statistique parce qu'elles ne sont pas toujours renouvelées, de 2009, où on avait 1329 bacheliers techniques contre 18 549 au bac général, ça c'était en 2009. Il y a également des différences entre le bac littéraire d'une manière générale et le bac scientifique. Par exemple, on a eu 39 488 candidats littéraires la même année contre 18 534 des séries scientifiques en 2009 et c'est à peu près les mêmes proportions. Alors, j'en viens un peu aux mesures qui ont été prises pour pouvoir régler un certain nombre de questions et préparer nos universités et l'enseignement supérieur à remplir les objectifs des 3 piliers du PSE que j'ai évoqués tout à l'heure. Une des mesures que je viens d'évoquer d'ailleurs, c'est d'inverser le taux bac technique, bac littéraire. Il y a, je reviens à ce ratio, on a tendance à croire au Sénégal qu'il y a trop d'étudiants. En réalité, il n'y a pas assez d'étudiants. Les statistiques des pays émergents, des pays développés, généralement, c'est d'avoir en moyenne 5 000 étudiants pour 100 000 habitants. Retenez bien le chiffre. C'est le cas en France. Les États-Unis et le Canada, c'est 6 000 étudiants pour 100 000 habitants. Et au Sénégal, on est à 950 étudiants pour 100 000 habitants. Nous aurions dû avoir, donc si on suit ce rythme, actuellement 200 000 étudiants. Donc c'est une fausse impression que de présenter la population estudiantine comme étant pléthorique. En réalité, elle est en sous-effectif. Il nous faut atteindre très rapidement ces taux-là. Évidemment, c'est ce qui motive les réformes que vous avez évoquées, monsieur le recteur. Ces réformes sont au nombre de 11. Pour mettre en œuvre la vision du président lors du conseil présidentiel, il a été défini, disons, ces 11 axes de réforme. Et l'une, d'ailleurs, certainement intéresse, enfin, tout intéresse l'Université Alioune Diop, c'est d'abord une carte universitaire planifiée dans l'espace et dans le temps. Vous en avez bénéficié. Et il faut le dire, il y a 11 ans, ceux qui ont pensé à ouvrir cette université s'inscrivaient déjà dans l'idée de cette carte universitaire planifiée, puisque nous avons vécu pendant longtemps sous la dictature, entre guillemets, du potentat de l'université Cheikh Anta Diop. Et il était temps, justement, de déconcentrer le savoir et de l'amener, disons, hors de ce que beaucoup de gens considèrent comme la partie utile du territoire, c'était la conception des colons. Si vous prenez la carte du Sénégal, vous pouvez prendre une règle et la poser jusqu'en bas et vous constaterez que tous les investissements de l'époque coloniale se sont concentrés sur la partie gauche de la règle, en partant de Saint-Louis jusqu'à Ziguinchor.
vous verrez que c'est là-bas où il y a eu les infrastructures de l'époque coloniale, parce que les colons considéraient que c'était la partie utile du pays, puisque la vocation de la colonisation, évidemment, ce n'était pas de développer les colonies, mais c'était plutôt de pressurer les colonies. Donc avec la création de l'université de Bambey, cette carte universitaire a commencé à prendre corps et l'une des premières mesures du président, c'est de continuer à densifier cette carte universitaire dans l'espace et dans le temps. Le mot temps est important parce qu'on ne peut pas faire tout de suite. Le deuxième axe de réforme, c'est la professionnalisation de l'enseignement et de la formation. Et j'ai été heureuse d'entendre que vous avez des masters professionnels. Vous parlez maintenant d'ingénierie, ce qui renvoie directement à un savoir-faire et à un objectif d'employabilité. Pendant longtemps, les Sénégalais étaient connus pour leur français suave. On parlait bien le français. Je crois qu'un de nos présidents tenait à ce qu'on parle bien le français. C'est très important. Mais il faut également savoir faire et être utile au marché du travail. Cela constitue la deuxième réforme importante. Suit immédiatement la diversification des filières et des établissements, la création de nouveaux métiers. Et je reviendrai là-dessus en prenant pour exemple l'Université Alioune Diop. Quatrième élément, qui est la valorisation des ressources nationales et régionales. L'occasion de dire bonjour à mon ami Maître Ndiaye, qui est un exemple de ce que vous faites. Vous amenez des professionnels au niveau de l'université et des universitaires qui certainement également travaillent avec le monde de la production. Cela participe à la valorisation des ressources nationales. L'université doit s'ouvrir à des compétences externes, mais l'université doit également fournir des services intellectuels à l'extérieur de l'université. Et je disais également à M. le recteur qu'il serait bien que l'État puisse externaliser des études, d'évaluation, de projets, etc., vers les centres universitaires. En tout cas, cela est l'objectif de cette réforme de valorisation des ressources nationales et régionales. L'une des réformes, c'est l'élargissement de la gouvernance des structures de l'enseignement supérieur aux représentants du monde du travail et des collectivités locales et décentralisées. Et je pense que l'une des décisions que vous avez prises immédiatement, c'est ce master en gestion des collectivités territoriales. Parce qu'évidemment, on ne peut pas séparer l'université de son environnement immédiat. L'université Alioune Diop est appelée à travailler avec la mairie de Bambey, avec le département. Vous êtes également appelés à travailler avec les entreprises qui sont dans votre environnement et évidemment avec les services déconcentrés de l'État. Cinquième proposition, c'était axe de réforme, c'est la spécialisation des universités régionales et des collèges universitaires régionaux. Je pense que l'université de Bambey, on s'attend beaucoup à ce qu'elle apporte également sa contribution avec sa sœur pas très loin, jumelle, que sera l'université de Kaolack, à développer de l'expertise dans l'agriculture. Et notamment, c'est mon souhait profond à pouvoir enfin matérialiser les 300 produits dérivés de l'arachide. Avec l'arachide, on peut avoir 300 produits dérivés. Produits cosmétiques, produits pharmaceutiques, création d'électricité, etc. Et, monsieur le recteur, il serait intéressant que l'université de Bambey puisse prendre le lead, je dirais, sur ces questions-là. Beaucoup de recherches a été faite, mais malheureusement beaucoup d'or dans les tiroirs, et je suis sûr que cela contribuerait significativement à relever les revenus
de nos paysans qui exclusivement vivent de la vente de l'arachide, alors que les résidus pourraient également constituer des ressources supplémentaires. Comme également axe de recherche, il y a l'implantation de collèges universitaires régionaux dans toutes les régions administratives, avec des formations de bac plus 2, qui est important. Nous n'avons pas tous vocation à être des ingénieurs et des docteurs, soit dit en passant. D'ailleurs, ce sont ce niveau de qualification qui répond le plus souvent aux exigences du marché. Beaucoup d'études ont été faites dans ce sens-là. Il a été également décidé, et cela est en train d'être mis en œuvre, d'une utilisation intensive des techniques de l'information et de la communication pour la formation à distance. Évidemment, nous avons les universités virtuelles qui commencent à délivrer leurs premiers diplômés. Et enfin, une orientation vers le développement économique des nouvelles universités, en boostant les filières scientifiques, technologiques, les filières de gestion, de transport maritime et aérien et la professionnalisation des filières actuelles de droit et de lettres. Je crois que cela est essentiel lorsqu'on voit les volumes, disons, de bacheliers, qu'ils puissent avoir une employabilité qui passe par la professionnalisation de leur savoir. Et j'ai été également ravi d'apprendre que cela est un de vos objectifs. Chers étudiants, pour conclure, je ne pourrais finir sans parler évidemment de l'absorption de la main-d'œuvre qualifiée. Pour ceux qui sont en maîtrise, le stress doit commencer à monter en eux. Lorsqu'on est en première et deuxième année, ce sont les plus belles années de la vie universitaire. On a comme seul objectif de passer les examens et on a beaucoup plus de temps. Mais lorsqu'on s'approche de l'échéance, finir le Master 2, la lancinante question de l'emploi se pose. Et donc, que faut-il faire? Cette question se pose à l'État, bien sûr, qui prend ces mesures-là de professionnalisation, mais elle se pose à l'ensemble de la société. Je pense qu'un des axes importants, c'est un lien plus étroit entre l'université et l'entreprise. Vos professeurs me disaient que vous êtes une entreprise citoyenne, une université citoyenne, en ce sens que vous êtes très impliqués dans la vie de la communauté. Et il faudra également que les entreprises elles-mêmes s'ouvrent aux universités sous forme de contrats de formation afin que justement la question de l'absorption se passe. Le deuxième axe, c'est la création de petites et moyennes entreprises. Et souvent, lorsque je le dis, les étudiants ne sont pas très enthousiastes. Mais l'État n'a pas vocation à employer toutes les ressources qui sortent des universités. Ce n'est pas la vocation de l'État. L'État ne peut jamais employer plus de 5000 personnes par an. Et je vous ai dit combien d'étudiants vous étiez. C'est pourquoi il est important que l'on puisse apprendre des expériences de pays émergents comme l'Inde, comme le Brésil, où la création de petites et moyennes entreprises ont été à l'origine de leur émergence. La première conséquence, si on veut atteindre cet objectif, c'est qu'il y ait un enseignement systématique dans l'ensemble des disciplines, une formation à la création d'entreprises. Que l'on soit en fac de lettres, que l'on soit dans une formation vétérinaire, que l'on puisse développer des connaissances et des aptitudes à pouvoir plus tard créer sa propre entreprise. C'est le maillage de ces PME qui constitue essentiellement le tissu
de ces pays appelés pays émergents. Cela passe également par le soutien à des clubs de jeunes entrepreneurs. J'ai appris également que vous faites même un concours au niveau de l'université et j'estime que cela est une excellente idée. Lorsque l'on pense à l'absorption, parce que quand on vient au milieu universitaire, c'est des questions essentielles qui se posent, cela pourrait renvoyer à ce que j'ai appelé l'externalisation des activités administratives. Nous avons parlé de l'activité d'audit, elle peut être externalisée. L'administration peut externaliser ses programmes de formation. L'administration peut externaliser le système de transport. Et voilà comment on va également partager ce qu'on appelle la commande publique. La commande publique, pour moi, ce n'est pas seulement du matériel mobilier, c'est également des ressources humaines qu'il faut externaliser. Et d'ailleurs, souvent, on a beaucoup plus de résultats lorsqu'on a un contrat de performance avec, disons, son fournisseur. Il nous faut également penser à la création de services nouveaux, parce que nous avons un taux de croissance de 7%, ça veut dire qu'on a une classe sociale qui s'élargit, et il faut penser à inventer l'emploi, en étudiant avec beaucoup d'attention les besoins de notre société. Notamment, notre société vit de plus en plus longtemps. L'espérance de vie au Sénégal et en Afrique, il y a 20 ans, elle était de moins de 50%. Maintenant, elle est de plus de 60%. Et vous avez un groupe qui atteint les 80 ans et qui ont des besoins particuliers. Vous avez très peu de réponses. Est-ce que nous avons des entreprises qui s'intéressent aux loisirs des personnes âgées? Non, nous ne l'avons pas. Vous avez 2 ou 3 entreprises qui fournissent des soins aux personnes âgées handicapées. Voilà le type de réflexion qu'il nous faut avoir pour pouvoir également inventer l'emploi. Évidemment, il y a beaucoup d'autres initiatives, mais pour revenir au cas spécifique de l'Université Alioune Diop, Monsieur le recteur, il serait intéressant d'étudier l'écosystème économique de l'université et de pouvoir développer des services à vendre à votre écosystème. Ou tout au moins, développer la recherche pour comprendre la contribution que l'université peut avoir au développement économique du département et de la région. Chers étudiants, je voudrais maintenant terminer en vous parlant un peu de moi. J'ai beaucoup apprécié ce que notre communicateur traditionnel vient de dire, mais ce n'est pas dans ce sens que j'irai. J'irai dans un sens différent. Parce que lorsque j'ai l'occasion de m'adresser à un public comme le vôtre, évidemment, mes années de jeunesse me reviennent en tête. Et je veux toujours partager avec vous mon expérience. Parce que je suis sûr, c'était notre cas lorsqu'on recevait dans nos amphithéâtres des personnalités, la question en tout cas que moi je me posais, c'est mais comment ils ont fait pour en arriver là? Et c'est peut-être cela que je peux partager avec vous. La première réponse, c'est qu'on y est arrivé à la sueur, avec des larmes, peut-être pas de sang, mais avec beaucoup de peine. La réussite, elle est pénible dans sa recherche, dans sa conquête. Donc la première recommandation, c'est celle de la résilience. La résilience est une aptitude qu'il nous faut développer culturellement. Malheureusement, maintenant avec le développement, disons, des technologies et l'accès, disons, à l'information, et c'est une bonne chose que l'on puisse savoir ce qui se passe ailleurs, on a tendance à penser que tout est facile. D'ailleurs, à un moment, je me demandais, est-ce qu'on savait bien que 1 milliard, ça fait 1000 millions? Je n'étais pas sûr qu'on le savait. 1 million, c'est énorme. 1 milliard, c'est encore plus énorme.
Et pour y arriver, enfin en tout cas pour l'obtenir, c'est énormément de peine. Donc ma recommandation, si je m'appuie sur ma propre expérience, c'est qu'il faut développer de la résilience. La résilience, c'est savoir consacrer du temps essentiellement à son objectif principal. Si l'objectif principal, c'est de réussir à l'université, il faut que essentiellement votre temps soit consacré à cette réussite. Surtout ceux qui sont en économie, gestion et planification, je pense que c'est une évidence pour eux. Vous ne pouvez pas avoir un objectif et lui consacrer 10%, 20% de votre énergie. Il faut que l'essentiel de votre énergie, de votre temps, soit consacré à l'atteinte de cet objectif. C'est ce qu'on appelle la résilience. C'est ce qu'on appelle avancer contre le vent et marées. La deuxième recommandation, que je base toujours sur ma propre expérience, c'est d'accepter les difficultés et parfois de comprendre ses propres échecs. Et nous le faisons jusqu'à présent. Pour ceux qui suivent l'actualité politique, vous savez que je n'en ai pas été exempt. L'échec fait partie de la formation. L'échec ne doit pas entamer votre capital de résilience. Comme disait quelqu'un, il faut embrasser son échec pour mieux l'étouffer. Et cela, c'est également, surtout pour les filles, où le support peut-être social est moins développé que pour les garçons. Donc, il vous faut puiser en vous-même cette énergie, cette force que nous avons tous en nous-mêmes. Il suffit juste de la découvrir afin de consacrer l'essentiel de son énergie à atteindre son objectif. Et dans ce parcours, voilà, embrasser l'échec comme étant une forme de leçon. L'autre aspect qui également m'a aidé dans mon parcours, c'est de s'ouvrir aux autres. Et c'est le moment d'ouverture idéal de votre vie. Quand vous sortirez de l'université, vous ne serez jamais autant ensemble. Vous ne verrez jamais autant de personnes autour de vous que vous êtes en train de le faire actuellement. Cela implique cette nécessité de comprendre l'autre, de s'ouvrir à l'autre, d'accepter la différence, d'accepter le débat contradictoire, de comprendre que ne pas être en accord ne veut pas dire se détester. Ce sens de l'ouverture me paraît être extrêmement important. J'ai eu la chance, l'avantage de travailler dans des organismes internationaux et je pense que cela également m'a beaucoup aidé. Mais lorsque même vous êtes chez vous, je pense que professionnellement et dans votre développement intellectuel, l'ouverture est une aptitude qu'il faut développer. Autre élément que je souhaiterais partager avec vous, c'est savoir également donner. Nous étions à une époque où le militantisme faisait partie de la culture universitaire. Mais j'ai également appris que vous faites beaucoup de volontariat. Il n'y a pas plus grand plaisir que de lire le plaisir dans les yeux de celui que vous aidez, dit un auteur. Et je vous exhorte à développer également cette aptitude, parce que c'est en donnant qu'on reçoit encore plus. Comprendre la souffrance de l'autre nous prépare à accepter notre propre souffrance. Elle nous rappelle notre propre mortalité quelque part. Donc je vous exhorte, dans la région où vous êtes, où les besoins sont énormes, vous avez eu le privilège et l'avantage de vous retrouver, comme je l'ai dit, au sommet de la pyramide éducative. Ayez la générosité de rendre. Vous êtes entouré d'écoles, d'universités, enfin de collèges. Donnez des cours particuliers gratuitement. Aidez à enjoliver votre environnement. Et évidemment, ceux qui sont à la faculté de médecine seront très utiles. Je disais au recteur que, hélas, on meurt encore de beaucoup de maladies soignables, de plaies infectées, etc. Et il est important que votre présence dans votre environnement se traduise
par une amélioration des conditions d'existence générales. Donc savoir donner. Et enfin, c'est croire en Dieu. Parce qu'on aura tout fait de ce que je viens de vous énoncer et on n'aura peut-être pas atteint notre objectif, mais on aura toujours la satisfaction d'avoir essayé. Je vous remercie.